Le 3 juin 2026, Medtronic publie un chiffre d'affaires trimestriel de 9,8 milliards de dollars en hausse de 6,6% en organique. Une ligne du communiqué domine toutes les autres. Cardiac Ablation Solution, la division qui traite les troubles du rythme cardiaque par cathéter bondit de 78% dans le monde, donc à l'international, et de 124% aux États-Unis uniquement. Quelques lignes plus bas, une autre donnée raconte une histoire opposée. La marge opérationnelle se contracte de 130 points de base pour atteindre à peu près 24,4%. Comment une entreprise qui accélère peut-elle dans le même trimestre voir sa rentabilité reculer? Pour répondre, il faut d'abord comprendre comment est-ce que cette compagnie gagne son argent. Comment est-ce qu'elle gagne sa vie de manière générale? Comment est-ce qu'elle fait du cash? Donc, ce n'est pas une entreprise qui vend un produit. C'est un conglomérat médical qui développe, fabrique et vend des dispositifs implantables et chirurgicaux, dont des stimulateurs cardiaques aux pompes à insuline, en passant par des bras robotiques de chirurgie. OK? Donc, c'est plusieurs business en un, en lien avec les équipements médicaux. OK? Donc, le modèle repose sur des cycles longs, des relations avec les chirurgiens et les hôpitaux qui se construisent sur des années et une intensité capitalistique élevée en recherche et développement. Donc, quand une ligne de produits comme Affera, la plateforme d'ablation par champ pulsé de Medtronic, multiplie ses ventes par presque 2 en un an, c'est le signal que quelque chose de plus profond se réorganise à l'intérieur du groupe. Une compression des marges n'est pas un verdict en soi, donc elle est la trace comptable d'une décision sur où va l'argent. Et c'est très important. Et ici, 2 décisions précises expliquent l'essentiel du recul de 130 points de base. Alors, la première est un paiement lié à Minimed, l'activité diabète de Medtronic qui a réalisé une introduction en bourse partielle en mars 2026, levant 560 millions de dollars. Tout en laissant Medtronic actionnaire à près de 90%. Donc, ce paiement pèse à lui seul à peu près aux alentours de 45 points de base. Donc, quand on regarde ici Minimed, j'ai parlé ici hier de Insulet, Minimed, Insulet. Ceux qui sont curieux vont aller vérifier à peu près pourquoi est-ce que je mentionne les 2 entreprises ici. Donc, c'est une compagnie ici à peu près qui vaut, elle est cotée en bourse en date d'aujourd'hui. Et là, je parle à peu près de Minimed. Et Minimed est coté en bourse à peu près avec une capitalisation boursière de près de 4 milliards par là. OK? Si on parle de 4 milliards, sachant que cette compagnie, je dis bien, Medtronic détient 90%, il faut déjà comprendre qu'elle consolide les résultats de Minimed au sein de son chiffre d'affaires. Ça, c'est important parce qu'on va en parler tantôt tout à l'heure, surtout quand on va mentionner la guidance. OK? Donc, ici, vous devez vous rendre compte que cette compagnie détient encore 90% de Minimed et elle prévoit vendre les 90% en question. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'intention de garder les 90%. Donc, il peut avoir une pression à la vente ici au niveau de Minimed. Et maintenant, pour ceux qui sont intéressés pour Minimed, comparez Minimed à Insulet, etc., posez-vous les bonnes questions. Maintenant, on continue. On peut revenir ici sur Medtronic, voilà, c'est ce qui nous concerne. Donc, comme je disais tantôt ici, le paiement en question par rapport à Minimed pèse à peu près 45 points de base. La seconde ici, ce sont les tarifs douaniers qui coûtent à peu près 50 points de base supplémentaires. Plus des 2/3 donc de la compression de marge ne vient donc pas d'une dégradation de l'activité cardiovasculaire, mais de 2 décisions prises ailleurs dans le groupe. Pendant ce temps, le free cash flow atteint 5,4 milliards de dollars. Donc, vous constatez ici, quand on parle de free cash flow, c'est pas le free cash flow trimestriel parce que on parle ici de l'année fiscale 2026 qui se terminait ici au mois d'avril. Donc, le free cash flow atteint à peu près 5,4 milliards de dollars, donc 4,2 reviennent aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachat d'actions. Posez-vous la question maintenant de savoir est-ce qu'il est mieux de racheter les actions, rembourser la dette, payer un dividende, ou bien est-ce qu'elle a les moyens de payer le dividende, etc. Donc, un investisseur qui s'arrête au chiffre de marge croit voir une entreprise qui s'essouffle. Un investisseur qui regarde où va le capital voit une entreprise qui finance simultanément une scission, une guerre tarifaire et une accélération de croissance sans jamais cesser de générer du cash. Mais si le capital sert plusieurs priorités à la fois, ces priorités ont-elles vraiment la même qualité économique? OK? Medtronic en 2026 n'est plus une seule histoire. C'est 4 paris logés sous un même titre et chacun obéit à une économie différente. Donc, l'ablation cardiaque est un marché en pleine expansion où Medtronic gagne des parts de marché grâce à une technologie supérieure avec des marges qui s'améliorent à mesure que les volumes montent. OK?
La robotique chirurgicale, à l'opposé, vit encore sur des promesses. Le système Hugo vient de déposer cette demande d'autorisation auprès de la FDA pour la chirurgie générale et la gynécologie. Sans revenu significatif aujourd'hui, on peut le dire, ça reste encore une promesse. Et donc, toute sa valeur dépend d'une exécution réglementaire encore incertaine. C'est-à-dire que le système médical Hugo ici est en concurrence avec qui? Allez chercher. Maintenant, MiniMed, de son côté, est désormais une entité à 90% détenue, mais financièrement distincte, avec son propre CEO qui prend ses propres décisions de croissance dont l'avenir dépend de sa capacité à exister hors du giron protecteur du groupe qu'on appelle Medtronic. Et ça pourrait bien se passer parce que certains spin-offs sont intéressants. Et puis, il y a le pari le moins glamour, celui que les investisseurs pressés sautent en premier. Le risque judiciaire et opérationnel illustré par la fermeture de l'usine ici de Santa Rosa avec un verdict antitrust de blog ici de 381 millions de dollars. 4 profils de risque, 4 horizons de temps et pourtant le marché continue à les lire à travers un seul PER et une seule ligne de guidance. Cette guidance, justement, il faut qu'on en parle. OK? Est-ce qu'elle mérite la confiance qu'on lui accorde par défaut en date d'aujourd'hui? Parce que Medtronic guide vers une croissance aux alentours ici organique, je dis bien organique, donc sans acquisition, etc., aux alentours de 6,75, entre 6,75 à 7,25. OK, c'est la fourchette pour l'exercice 2027. Et un bénéfice par action non GAAP, donc avec quelques ajustements, etc., de l'ordre ici entre 5,90 et 6 dollars par action pour 2027. À première vue, c'est une accélération nette par rapport aux 5,8% de croissance organique de l'exercice 2026. Mais cette fourchette intègre deux éléments qui n'ont rien d'organique au sens où l'investisseur l'entend intuitivement. OK? Elle inclut, et je dis bien, la guidance en question inclut l'impact d'une semaine de vente supplémentaire dans le calendrier fiscal. Ça peut sembler ça peut ne pas être important pour vous, mais faites attention à ce terme-là. La guidance inclut l'impact d'une semaine de vente supplémentaire dans le calendrier fiscal. Au lieu de 52 semaines, on va se retrouver peut-être avec 53 semaines, alors que les autres publient 52 semaines. Tu as une semaine de plus, ça peut gonfler les chiffres. Ce qui gonfle mécaniquement le chiffre sans qu'aucune vente additionnelle réelle n'ait eu lieu au sens économique au courant de l'année. On a juste ajouté une semaine de plus. C'est comme si je devais publier mes résultats financiers. Mon année fiscale se termine le 31 du mois de décembre et je prends 2 semaines supplémentaires au mois de janvier ici pour les inclure sur l'année fiscale de l'année précédente. Ça gonfle le chiffre mécaniquement. OK? Donc, attention. Et elle inclut une année pleine de revenus de l'activité diabète dans la même guidance, alors même que cette activité vient d'être partiellement séparée du groupe. Il faut retraiter le chiffre d'affaires. Il faut retraiter les bénéfices. Parce que vu qu'elle détient 90% de MiniMed qui est déjà coté en bourse, elle consolide en fait cette activité-là. Pourtant, enfin, c'est pas illégal, c'est parfaitement légal, mais il faudrait séparer cela. OK? Donc, une fois ces deux effets neutralisés, donc quand on les ajuste, le rythme de croissance sous-jacent paraît plus proche de celui observé en 2026 que le sujet ici, la fourchette affichée, bien que Medtronic ne publie pas les chiffres ici isolant précisément l'effet de chacun de ces deux ajustements. Mais attention, ce n'est pas une dissimulation. Medtronic documente, je dis bien documente ces ajustements noir sur blanc dans ses rapports financiers. Mais cela signifie qu'un investisseur qui prend la guidance au pied de la lettre surestime probablement l'accélération réelle de l'entreprise. Je vous ai dit, votre rôle, c'est d'enquêter, les amis. C'est d'aller en profondeur. Guidance, pourquoi? Chiffre d'affaires augmente, pourquoi? Revenu diminue, marge brute diminue, pourquoi? Marge opérationnelle diminue, pourquoi? On se pose toujours la question pourquoi, comment? Où? Votre rôle, c'est d'enquêter. OK? Donc, maintenant, reste à savoir si ce type d'ajustement favorable est une exception ponctuelle ou une habitude qui se répète année après année. C'est exactement le genre de question qui ne se résout pas en lisant un seul trimestre, parce qu'elle suppose de tracer où va le capital, de désagréger un portefeuille en économie distincte, on sépare, okay? Et de comparer les promesses passées d'une direction à celle qu'elle a réellement livrée. Est-ce qu'ils ont l'habitude de faire ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils ont l'habitude de dire ce qu'ils font? OK? Et j'ai 3 solutions pour vous. Et je rappelle ici que les solutions se trouvent essentiellement dans la bibliothèque de Prompt
Premium, ok, qui finance essentiellement notre projet avec la bibliothèque de prompts de base. Permettez-nous de gagner du temps. Je vous ai déjà expliqué c'est quoi le projet, etc. La vidéo en description de celle-ci. Donc, le premier prompt ici qui va vous permettre ici d'aller en profondeur s'appelle « Comment cette entreprise utilise-t-elle son capital ?» Et donc, ce prompt-là force à suivre précisément chaque dollar généré entre CAPEX de maintenance et de croissance, dividendes, rachats et opérations exceptionnelles comme une scission. Le second ici, dénommé « Quels sont les fondamentaux économiques de cette entreprise ?» permet ensuite de désagréger un groupe en ses véritables segments économiques, avec leur structure de coûts et leur intensité capitalistique propre, au lieu de les lire comme un seul bloc homogène. Et le troisième prompt, dénommé voilà, la direction tient-elle ses promesses? La direction tient-elle ses promesses ici compare sur plusieurs exercices des objectifs annoncés aux résultats livrés. Est-ce qu'on a l'habitude de faire ce qu'on dit? Pour révéler si les ajustements comme la semaine supplémentaire ou la consolidation temporaire de millimètres sont des exceptions ou une habitude, encore une fois. Parce qu'un trimestre ne raconte jamais une histoire. Non, non, non. Il en cache toujours plusieurs, empilées les unes sur les autres, et c'est seulement en les séparant méthodiquement qu'on découvre laquelle est vraie. Parce qu'un document financier reste avant tout un document marketing. L'entreprise essaie de se faire voir sur son meilleur jour possible. Et donc nous, je répète encore une fois, nous sommes des enquêteurs. On veut savoir, on veut essayer de déterminer le vrai du faux ici. OK? Donc, maintenant, on va passer à l'analyse quantitative. Combien de fois les bénéfices je pourrais payer pour cette compagnie? Alors, je vais d'abord faire un tour d'horizon global ici pour qu'on se rappelle à peu près de quelle compagnie enfin, voilà, pour ceux qui ont oublié à quoi ressemble Medtronic, etc. On prend ceci. Première chose qu'on regarde, croissance du chiffre d'affaires. Magnifique. On aime ça, mais vous pouvez déjà voir ici que la croissance provient d'où? C'est un mix acquisition organique. Vous pouvez également constater ici que c'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions, la plus grosse étant celle-ci. Quand je vois une croissance en escalier, je sais déjà que ce sont des acquisitions. Comme d'habitude, quand on regarde la croissance, on veut savoir d'où est-ce que ça vient. Ensuite, on regarde la marge brute. C'est bien de faire des acquisitions, mais est-ce que les marges sont stables? Et là, je constate ici que la marge s'est littéralement effondrée. Mais attention, peut-être parce qu'on a fait l'acquisition d'un business qui n'était pas encore rentable ou bien qui avait des marges moins élevées. Et voilà, on doit attendre à peu près que l'entreprise ici, enfin, voilà, une montée en gamme ou bien une montée en puissance, ou bien c'est juste qu'en termes de marge supplémentaire, de croissance, on a peut-être quelque chose de bénéfique. OK? Ce n'est pas forcément mauvais. Vous pouvez voir ici que ça coïncide avec la grosse acquisition à ces niveaux. Je continue. Je ne peux pas tirer de conclusion si je ne compare pas avec la marge EBITDA. La marge brute peut baisser, mais si on ajuste avec les coûts, ça va. La marge EBITDA suit la même tendance. Ça commence à devenir bizarre. En supplément de ça, je regarde ici les net income en termes de marge. OK. Vous voyez également que à ce niveau, l'histoire est complètement, voilà, ça ne semble pas être, on a peut-être un business ici qui est sous pression, c'est ce que les marges racontent. 20%, enfin, sur les 20 dernières années, c'est 15% en termes de marge nette. 10 dernières années, à peu près 13%. 5 dernières années, 13%. 3 dernières années, 13%. On arrive à se maintenir, c'est le plus important. Je compare maintenant au free cash flow margin, vu que c'est un business qui faisait des acquisitions. On a sans doute ici un business avec comment on appelle ça, énormément de goodwill. Et donc, on peut avoir une dépréciation de goodwill ici qui impacte les bénéfices nets. Et donc, quand on compare ici sur les 20 dernières années, la marge nette, la marge des free cash flow est à 19%, la marge nette est à peu près aux alentours, en médiane ici aux alentours des 15%. 20 dernières années, sur les 10 dernières années, on a du 13% pour la marge nette, 16% pour les free cash flow, 5 dernières années, 15% pour les free cash flow, 13%. Globalement, ici, on voit qu'on a une pression globale. Mais avec les free cash flow un peu moins élevés que les bénéfices, avec les free cash flow un peu moins élevés que les bénéfices nets. Donc, quand je prends ce business en date d'aujourd'hui, je sais qu'il y a une pression au niveau des free cash flow. Ce qui sous-entend que quand je le prends du point de vue volume, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices ici. Je veux que les marges augmentent. Si on a un pricing power, etc., on vend un produit que les gens aiment, etc., on vend des consommables, on devrait pouvoir augmenter les prix. Même si, techniquement, dans ce domaine d'activité, c'est un domaine médical. Il y a un peu de pression au niveau ici de la population, des assureurs, etc. Parce que les prix sont peut-être dispendieux. Donc, c'est peut-être la structure de coût qui n'est pas adaptée. Et maintenant, au niveau de la structure de coût, quels sont les coûts variables? Quels sont les coûts fixes? OK? Donc, moi, je fais simple. Nous avons une entreprise ici
qui peut générer de la croissance du point de vue volume en termes de free cash flow. J'ai décidé de payer 15 fois les bénéfices. Le marché, lui, il a tendance à payer combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? Parce qu'une entreprise qui a des marges sous pression, elle n'est pas forcément mauvaise, hein. Faites attention. Parce qu'elle a des regardez juste les différents segments d'activité. On a des différents segments, on a des segments d'activité en accélération. On a un segment qui n'est pas encore rentable, mais qui pourrait rapporter énormément d'argent, c'est la partie robot chirurgical. OK? So, on a 17% ici en moyenne. 17 fois les bénéfices, le marché paye 17 fois les free cash flow. Sur les 10 dernières années, 20 fois. Sur les 5 dernières années, 20 fois. S'il paye 20 fois, tant mieux pour lui. Ça sera un tout bénéfice pour moi. Je vais me situer à 15 fois les free cash flow. 15 fois les bénéfices, les free cash flow, je regarde à peu près les attentes des analystes. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business. Vous pouvez constater ici qu'on s'attend à une croissance des free cash flow. OK. $104 l'action ici d'ici 2029 à 15 fois les free cash flow moins la dette nette. OK. 15 fois les free cash flow moins la dette nette en date d'aujourd'hui. On a une dette nette ici de 15,50. Donc 104. Voilà. 1,04 moins 15. Voilà. Ça donne à peu près $4,29 l'action. Dans mon target price sera à peu près à ce niveau-là. Si on renverse l'équation, rappelez-vous, nous avons une entreprise ici aujourd'hui que le marché vous propose à $80 l'action. OK? Et qui pourrait générer aux alentours de disons $7 d'ici 2029, j'arrondis. OK, on me vend ça à $80, ça donne un rendement sur coût de combien? 8,75%. Donc, si on paie un dividende, je suis assez safe. Il n'est que de 3,63% en date d'aujourd'hui, plus le rachat d'actions, ça pourrait être une très bonne chose. Mais n'oublions pas, on n'a pas regardé une chose ici, c'est la dette. OK? La dette nette ici est de combien? Près de 19 milliards par là. C'est une entreprise qui pourrait générer aux alentours de 2029, près de $7 par action. Ça veut dire ici qu'on s'attend à peu près à générer aux alentours ici de 9. Ouais, c'est ça. Hein? 9,3 milliards. C'est beaucoup, hein? Donc, on pourrait repayer la dette nette en moins de 2 ans. Admettons même qu'on est juste aujourd'hui, OK, en termes de dette nette sur EBITDA, on ne rembourse pas la dette avec l'EBITDA ici, on est aux alentours de 2. Si on prend juste la dette nette, le free cash flow d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on a, 20 divisé ici par 5,5, voilà, on peut rembourser les free cash flow, la dette nette ici avec les free cash flow en moins de 4 ans. Généralement, je peux pas aller jusqu'à 10 ans, etc. Non, c'est correct. Moi, je trouve que le prix actuel mérite une attention particulière. OK? Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas du tout. Moi, dans mon target price, on sait qu'on va mettre à peu près, je pense qu'on avait situé à $89. Donc, Medtronic, je vais dans ma watchlist. Medtronic, voilà, je vais mettre ici $89. 1, 2, bim, badaboum. On met la date d'aujourd'hui. Voilà. Et on ajuste en conséquence ici, je mets X15 estimé de 2020, oui, c'est ça, 2029, oui. OK, donc X15, voilà, estimé de 2029. Maintenant, à vous de voir si c'est un business qui vous intéresse, machin truc, voilà, chacun prend ses propres décisions. Mais j'ai bien aimé, surtout, étudier la croissance des différents segments, prenez-les en séparés et regardez la croissance de chaque segment et pourquoi. OK, bien évidemment, quand vous êtes en avance technologique, etc., c'est pas comme si les concurrents dorment, ce genre de choses-là. Mais dans ce secteur ici, le secteur de la santé, c'est souvent un secteur où il y a des habitudes, surtout avec les chirurgiens. S'ils ont l'habitude d'utiliser un produit, c'est difficile de changer pour un autre. OK, quand on parle de robot chirurgical ici, donc, ça peut être un élément à observer ici en profondeur à long terme. Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. J'ai bien aimé ce que moi j'ai lu. Ça ne veut pas dire que vous allez aimer ce que vous allez lire. OK? Investissez dans ce que vous comprenez. Et si vous voulez approfondir vos connaissances, rejoignez la bibliothèque de Prompt en date d'aujourd'hui, soit celle de base ou celle premium. De toute façon, je ferai des démonstrations par rapport à ces bibliothèques-là. La premium est très, très longue, en fait. Peut-être qu'on va utiliser celle de base ici, rapidement, ici, dépendamment des questions. Pourquoi pas pendant un live? Après qu'on va choisir certains prompts ici, une entreprise, et on y va en profondeur, histoire de voir à peu près comment est-ce que moi je fonctionne. De toute façon, je vous explique également le projet. On a déjà atteint le palier de 11%. Permettez-nous de financer ça à 100%. Qu'est-ce qui finance? Les prompts de manière générale, dont vous recevez quelque chose en date d'aujourd'hui, et vous recevez également quelque chose dès que le projet sera mené à bien. OK? Bref, si vous avez des questions, on se retrouve ici dans le groupe School. Parce que je préfère recevoir des questions à ces niveaux-là. Ça permet de tout centraliser ici. Et donc, pour le reste ici, un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Même si ça ne nous permet pas de gagner du temps, mais c'est toujours mieux que rien. D'accord.